connaissance des personnes. 2 livres aussi, Artsainak et Archéologie montagne basque. Et cette prospection continue, je la continue encore régulièrement, et les chiffres que l'on peut donner du nombre de monuments par commune évoluent tout le temps. Je vous en donne un exemple. Quand j'ai été contacté pour faire cette conférence ici, je me suis mis à regarder un petit peu, et la semaine dernière, je vais compter dans la commune de Sarre 141 monuments. Et puis entre-temps, on est passé à 145. Parce que tout le temps, il s'en trouve de nouveaux. Alors, chaque année, je publie un inventaire, comme celui-ci, où vous avez là-dedans ce qui a été trouvé, ce que nous avons trouvé en une année. En une année, en Pays Basque, en Iparralde. Alors, bien sûr, il y a ça, et puis il y a les autres communes où nous avons prospecté. Et ces inventaires, on en est au tome 4, parce que toutes les autres publications sont avant celle-ci. Et je les tire sur mon ordinateur personnel, ce qui fait que c'est un très très petit exemplaire. Alors ça va au musée basque, ça va à la direction d'antiquité à Bordeaux, ça va à la Société Anzadi à Saint-Sébastien. Il y a quelques privilégiés comme mon ami Duvert, à qui je le remets. Voilà. Alors ceci étant, je suis amené à vous parler de l'archéologie en Pays Basque, et plus précisément à Sarre, mais ce que je voudrais, c'est, si vous voulez, ne pas vous abreuver d'images vous montrant des monuments qui ne parlent pas, que si on les fait parler, et je voudrais, à travers ces pierres, vous verrez, ces vestiges souvent abîmés, évoquer les constructeurs, les hommes, les Basques de l'époque, comment ils vivaient, leur vie spirituelle, dans la mesure où on peut essayer de l'atteindre, comme vous le verrez. Il y a quand même des ébauches de contact avec ce point-là. Et c'est un travail assez passionnant de pouvoir, au travers des pierres, justement, refaire vivre les hommes. Alors, nous allons commencer par quelques photos sur la préhistoire vraie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la préhistoire, celle qui s'arrête il y a 10 000 ans, qui a laissé des traces ici, puisque nous avons les grottes de Sarre. Ensuite, vous savez, il y a eu une période de transition, j'en parle très vite, le Mésolithique, il a plu pendant 6 000 ans, on a mangé des escargots, vous savez, en Dax, il y a les escargotières dans les grottes, on a mangé que ça pendant 6 000 ans. Et puis ensuite, le climat a un peu changé, il est devenu sensiblement ce qu'il est maintenant, et c'est le néolithique. Tout ça, nous allons le voir, et c'est au néolithique que vraiment les premiers monuments apparaissent, les dolmens, etc. Nous en parlerons. Quel était l'homme qui a fait ces monuments? Eh bien, c'est un homme tout à fait semblable à nous-mêmes, puisqu'il descend de l'Homo sapiens sapiens, qui est arrivé dans ce pays il y a à peu près 100 000 ans, et de descendant en descendant, ça a donné en gros le Basque actuel, qui se caractérise par certaines particularités osseuses, sanguines, vous savez, le groupe 0-. Toutes ces données-là sont en rapport, d'après les scientifiques qui se sont penchés sur le problème, avec la vie de ce groupe humain dans l'Infinistère, c'est-à-dire dans un lieu au bout des terres, une certaine consanguinité qui s'est installée, et cet homme basque vivait et vit toujours chez lui depuis fort longtemps. Il est pratiquant d'une langue, déjà au néolithique, et qui est un proto-basque fort, qui annonce de beaucoup le basque shkara actuel. Et il faut se rappeler la phrase de Bangeran qui disait qu'il fallait étudier le shkara comme on étudie la stratigraphie d'une grotte. C'est-à-dire que dans la grotte, les différentes couches recèlent les dépôts des différents occupants de la grotte au cours des temps. Et bien dans la langue basque, on recueille les dépôts des différentes vagues humaines qui sont passées sur le shkara, qui est une langue pré-indo-européenne, dont les mots de cette époque sont encore là, et se sont greffés là-dessus les mots apportés par les Celtes, par les Romains, par les Français. Et disons que dans cette langue vivante, tout le passé du basque est présent aussi. Donc, à travers ces pierres, il y a l'homme, son mode de vie, ses paroles et sa spiritualité. C'est ce que nous essaierons de retrouver avec les photos que je vais vous montrer. Alors, je ne serai pas que limité à ça, parce que
pour vous montrer les monuments de Sarre, je suis amené, pour les expliquer, à faire appel à d'autres monuments que j'ai pu fouiller, qui ont parlé, si on peut dire, et qui permettent de comprendre ce qu'il y a à Sarre. Cette première photo, juste pour vous situer comment était ça à l'époque de la grotte, il y a 10 000 ans, 12 000 ans, 15 000 ans, c'est l'homme du paléolithique supérieur, mais le Néandertal était là il y a 100 000 ans aussi, on a trouvé des outils de cette période-là. Nous ne sommes pas tout à fait dans le sujet, mais je ne voulais pas faire apparaître l'homme qui va nous intéresser ex abrupto, ex nihilo, sans rien. Là, vous avez les grottes pendant le Mésolithique, c'est-à-dire qu'on a les 6 000 ans de pluie, et si vous avez visité les grottes d'Urdax, vous savez qu'il y a des escargotières tout à fait abondantes. Là, il ne s'est pas passé dans l'ordre que je voulais. On a les grottes de sable, tout ça, c'est pour vous évoquer un petit peu ce qui se passait dans l'époque qui nous précède et ce que nous cherchons. Bon, voilà, un campement possible. Vous voyez, la rue est derrière. J'ai trouvé beaucoup d'outils de cette époque, des outils en silex qui jalonnent nos terres, dans des endroits qui se plombent les cours d'eau, etc. C'est vraiment tout à fait typique. Alors, on va passer maintenant à la partie qui est pour le ce petit tableau pour vous situer un petit peu. 5000 ans avant Jésus-Christ, comme vous le voyez sur ici, je vais trouver la flèche. Où est le bouton? Voilà. 5000 ans, il y a, venant, nous allons voir du Moyen-Orient, des changements dans la vie de l'homme. L'homme va connaître le début de l'élevage, le début de l'agriculture, il va se sédentariser au lieu d'être un nomade à la poursuite de son gibier, bisons, chevaux, rennes, etc. Il va polir les haches parce qu'elles coûteront beaucoup mieux une fois polies plutôt que simplement taillées. Et surtout, la chose importante, la poterie. Il va s'initier à la poterie, à la céramique. Et ça, c'est capital parce que c'est de là que va lui permettre la construction des premiers hauts fourneaux qui auront la maison, et ces hauts fourneaux. Mais ça ne lui prenait pas la fonte des métaux, et donc la céramique a été le pas initial vers la maîtrise de la métallurgie. Et c'est au néolithique qu'apparaissent les premiers dolmens, c'est-à-dire les tombeaux dans lesquels on va inhumer les morts en entier, c'est-à-dire qu'on ne va pas les brûler ni rien, on va les mettre comme on met dans une tombe actuellement, dans les dolmens. Alors, cette période-là est intéressante parce que commence vraiment la transformation complète de la vie. Vous avez ici la carte qui vous montre un peu rapidement d'où est venue la transformation dont je vous parle, le néolithique, cette révolution néolithique. Elle a emprunté une voie danubienne, une voie méditerranéenne, et notre pays a été touché par ces deux voies de communication, mais beaucoup plus rapidement par la voie méditerranéenne que par la voie terrestre, ce qui peut se concevoir aussi, vu les transports de l'époque. Ceci pour vous montrer, évoquer, toujours au néolithique, les premiers habitats. On n'est plus dans des huttes comme vous avez dit tout à l'heure, mais des habitats que l'on a d'une manière que l'on retrouve dans les fouilles archéologiques,
dans les plaines. Vous voyez ici le dolmen qui symbolise que ce rite funéraire est apparu au même moment. Et vous avez ici un animal qui est domestiqué dans son enclos. On arrive déjà à la notion d'élevage. Tout ceci est important parce que la vie est totalement transformée. Ici, vous avez un intérieur d'habitat, comme vous pouvez voir, et j'en ai visité des reconstitutions. On n'est pas du tout dépaysé par rapport à l'imagination qu'on a de ce que ça pouvait être. C'était comme ça, et après tout, c'était tout à fait vivable. Et c'était plus proche de nos habitats actuels que des habitats de la préhistoire. Là, cette vue vous montre le défrichage, le début de l'agriculture et le début de l'élevage. Vous voyez les bovidés qui sont là, qui sont des aurochs domestiqués petit à petit, et le village qui est sur une hauteur pour mieux se défendre. C'est l'ancêtre de plus tard ce qui seront les Gachteloup, dont vous avez tous entendu parler. Ici, quelque chose d'intéressant, c'est cet agriculteur aussi. Vous voyez, il utilise une première faucille qui est en fait une mâchoire d'animal avec encore ses dents, où on a enlevé les dents et on a mis des tout petits silex. Et plus tard, ce sera un morceau de bois court dans lequel on va mettre des tout petits silex coupants, et ce sont les premières fossiles. Alors, on est dans le début de l'agriculture, et l'homme voit il a abandonné son rôle de chasseur-cueilleur pour devenir un éleveur agriculteur, ce qui est tout à fait différent. Il maîtrise la nature plutôt que d'en être l'esclave. Et je ne vois pas pourquoi c'est reparti. Vous savez, c'est vraiment empoisonnant par moment l'informatique, où je la maîtrise mal aussi, certainement. Enfin, peu importe, on va y arriver quand même. Et voilà, nous étions ici. Et alors, donc, il utilise des instruments lourds, comme par exemple les haches polies, pour pouvoir couper les arbres pour le défrichage ou pour cultiver la terre. Et une hache polie coupe 8 fois mieux qu'une hache en pierre non polie. Les expériences ont été faites et ça vaut quand même la peine de le souligner. Vous avez ici des reproductions d'outils. Vous voyez, une hache emmanchée et puis d'autres. Comment c'est fait? Quelquefois par l'intermédiaire d'un bois de serre. Ça, ce sont des houes, etc. Tous les instruments, les premiers instruments en pierre qui servent pour l'agriculture sont emmanchés comme ça. Et je vous rappelle, puisqu'on parlait de la langue basque, que les instruments coupants contiennent souvent le mot pierre, aïstoura, aïstourak, etc. Et ça vient de cette époque. La langue avait déjà tout ce vocabulaire en elle-même. Ce vocabulaire d'instruments coupants, par exemple. Alors, là, je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver le fil ici. Oui, j'ai trouvé dans la commune de la Carie, en montagne, du côté en Soule, eh bien, ce polissoir, vous voyez, qui servait à réaffûter les tranchants des outils, des haches polies que pouvaient porter avec que les bergers. Il est actuellement, cet outil, au musée basque. Ce polissoir est au musée basque. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de la poterie. Vous voyez les premiers potiers qui sont au travail, et c'est avec ça, cette technique, que sera maîtrisé le haut fourneau plus tard, très vite d'ailleurs. Voilà une poterie campaniforme, elle est contemporaine, c'est une des toutes premières poteries faites à cette époque et qui est contemporaine des dolmens. Le campaniforme va avec les dolmens. Et alors justement, j'étais en train de vous parler des dolmens. C'est l'époque où les premiers dolmens vont être construits. Nous allons traiter de ce sujet. Alors, on met en terre quelques dalles qui vont faire délimiter une chambre funéraire. La dalle de couverture sera hissée sur le dessus, celle-ci, par l'intermédiaire d'un tumulus qui va recouvrir et qui va faire plein incliné. La dalle d'ouverture ici n'est pas de la hauteur des autres, de sorte qu'on va pouvoir glisser les cadavres en suivant les uns après les autres au cours des temps, parce que c'est une tombe à réinhumation multiple. Et je voudrais d'emblée, dès maintenant, souligner certains caractères du dolmen. C'est un monument imposant, dont le côté matériel est tout à fait présent, qui est fait pour être vu, pour durer,
Et ce côté matériel se manifeste par son côté imposant souvent, et par le fait que le mort est déposé à l'intérieur. Ensuite, il y a la symbolique. Nous y viendrons dans quelques instants quand je vais avoir ouvert justement le chapitre des dolmens, et des dolmens en général en Pays Basque et des dolmens Sarratar en particulier. Alors, revenons à notre machine. C'est un petit peu plus là que quand on postait des diapos, mais on y arrive quand même. Ah oui, moi je suis de l'époque des diapos, vous savez. Voilà. Alors, nous avons ici une carte de Sarre, de la commune de Sarre, et je voulais simplement vous montrer, c'est juste pour vous informer, voilà, Sarre est là, voilà, et tous les points rouges que vous voyez, ce sont des dolmens, tous les points noirs que vous voyez, ce sont des tombes à incinération, tumulus ou tumulus cromlech ou cromlech. Eh bien, vous en êtes bien doté, vous avez une grande richesse patrimoniale, et nous insisterons au cours de l'exposé sur l'intérêt de préserver cette richesse patrimoniale au maximum, parce qu'elle n'est pas faite pour durer. Les dolmens, les premiers dolmens, si vous voulez, sont apparus dans ces régions côtières, là, comme ceci, et ont diffusé jusque vers le Pays Basque et le reste de l'Europe. Alors, vous voyez cette première étape, et voici une deuxième étape. Je pense qu'elle va venir si je m'appuie là. Voilà. Eh bien, vous voyez que la vague s'amplifie, et elle ne va pas aller très très loin, mais toute cette partie va être couverte de dolmens, et le Pays Basque en fait partie. Vous voyez déjà que le Pays Basque participe à la civilisation va recouvrir l'Europe. Il n'est pas isolé, quoique quand même il soit en partie un isolat. Pas tout à fait, bien sûr. On va voir dans quelle limite il peut être. Imaginons un décès en montagne. Eh bien, je parle surtout des monuments montagnards, parce que les monuments de plaine, j'en ai connu quelques-uns, ils ont complètement disparu maintenant. Donc, on est obligé de se rabattre sur ceux qui ont demeuré, qui sont encore visibles, les monuments de montagne. C'est pour ça que la scène est située en montagne. Un berger vient de mourir, mettons, foudroyé, on peut imaginer ça, et ses frères sont en train de lui faire une tombe, et vous avez au parc mégalithique de Sarre, devant les grottes, ça avait été fait à l'initiative du monsieur Agnotz Beher et le maire de l'époque, on avait reconstitué à l'échelle 1 des monuments funéraires, soit dominiques, soit des monuments d'incinération, pour montrer comment ça se présentait. Alors, vous avez, par exemple, ici, une chambre funéraire avec, comme je vous l'ai dit, la dalle d'introduction plus basse que les autres pour qu'on puisse faire passer les cadavres à l'intérieur. Ça peut servir pendant 2000 ans à répétition. Et la chambre est en général orientée vers l'est. L'est, c'est le soleil levant. Le soleil levant, il naît à l'est, il se couche à l'ouest, il meurt à l'ouest, mais il renaît à l'est. Et certains ont voulu voir là une métaphore, un geste symbolique de ces gens qui viennent de découvrir l'agriculture, comme je vous l'ai dit, et qui connaissent le geste qui consiste à mettre un grain en terre, et ce grain repousse, renaît en quelque sorte. Il y a peut-être une similitude dans le fait de mettre un mort en terre et l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, il aura une autre vie, et d'orienter la tombe vers le soleil levant peut appuyer cette symbolique, si vous voulez. Alors, voilà pour ce qui est du principe dolménique dans sa symbolique, à réanimation multiple, orientée vers le soleil levant. Ça, c'est des photos qui rappellent qu'on avait mobilisé de lourds moyens. Je dois dire que M. le maire avait dit « vous aurez ce qu'il faut pour que vous puissiez réaliser le parc », et il a tenu parole. Alors là, c'est une grosse dalle qui sont cherchées en montagne pour réaliser ça. Et vous voyez, là, on est en train de finir les montants d'un dolmen dont on va apporter avec une grue géante la couverture. Et voilà. C'est un dolmen du type Gasteignat que nous verrons tout à l'heure. Et vous avez autour de moi les membres de l'équipe municipale qui m'avaient secondé et dont j'étais ravi, mais eux aussi étaient ravis de travailler à ce type d'œuvre. Et voilà le modèle un peu Gasteignat. Alors il faut s'imaginer que les constructeurs qui l'ont bâti, bien sûr, avaient fait un tumulus, c'est-à-dire un plan incliné de terre, sur lequel ils avaient glissé la dalle, parce qu'on ne va pas la lever comme ça. On l'a fait glisser avec des rouleaux, des leviers,
Et ce n'est pas un travail démesuré que de les mettre. Ensuite, les morts sont entassés là, et au cours des temps, ils peuvent être, ils sont décharnés, on enlève les ossements, on les place autrement, on remet d'autrement. Il y a toute une cuisine qui se fait, mais nous ne rentrerons pas là-dedans. Sachez simplement que ces dolmens, ça c'est un dolmen particulièrement beau, à Gasteignat, Mendive, qu'en pays saratar, on en trouve, vous allez les voir, mais de moindre taille. Bon, parce que les gens étaient moins nombreux qu'à ce niveau-là. Nous sommes en ce moment, je vais... Les monuments en général, qu'il s'agisse des dolmens ou des monuments que nous verrons plus tard, les monuments d'incinération, ne sont pas bâtis n'importe où. Si je fais, et déjà vous verrez que dans l'esprit des constructeurs, il y a toute une symbolique qui est là, même si nous ne connaissons pas le pourquoi, on en voit le comment. Si nous symbolisons une montagne de cette manière, il y a la plaine, le replat flanc de montagne, une ligne de crête, le vallon, le sommet, un col et un haut plateau. Eh bien, on s'aperçoit que les dolmens sont surtout sur les replats flancs de montagne. Vous voyez, la majorité est là, c'est-à-dire à ce niveau-là, la majorité des dolmens. Et en moyenne altitude, on verra. Alors qu'il s'agit pour les monuments d'incinération de cromlech, de tumulus-cromlech ou de tumulus simple, ce sont des monuments d'incinération, on retrouve les deux types privilégiés du col et de la ligne de crête. Col, ligne de crête, col, ligne de crête. Donc, ils sont surtout dans les cols et les lignes de crête, les monuments d'incinération. C'est différent des monuments à inhumation, donc ce n'est pas fait n'importe où, n'importe comment. Et il y a un pourquoi. On ne le connaît pas, mais on voit déjà le comment. Si nous parlons de l'altitude, la même chose, vous voyez le trait en rouge chez les dolmens, là les altitudes de plus en plus hautes, on voit qu'ils sont en moyenne altitude ou basse altitude, alors que les monuments d'incinération, les couleurs foncées, noir ou bleu, eh bien, ils sont décalés vers les hauteurs. On peut interpréter ça de la manière suivante. Les premiers monuments construits sont les dolmens, ils correspondent au début de l'élevage, au début de l'agriculture, et donc pour ce qui est des troupeaux, il y en a relativement peu, on n'a pas besoin d'aller haut dans les montagnes, et on se contente des basses ou des moyennes altitudes. Après, quand on arrive aux monuments d'incinération, on est plus avancé dans le temps, il y a plus de monde, plus de troupeaux, et il faut aller chercher des pâturages beaucoup plus loin, d'où les altitudes plus marquées. Je vous ai dit qu'ils étaient orientés vers le soleil levant, et dolmens, ben vous voyez, si on a la rose des vents ici, l'est ici, que la majorité statistique des dolmens est orientée vers l'est. Nous allons arriver au monument Saratar, mais je voulais vous mettre un petit peu dans le bain avec quelques notions d'ordre général. Cette photo du dolmen d'Armiag en Basse-Navarre qui vous montre le soleil levant pour vous rappeler que c'est orienté donc vers le soleil levant, il y a ce rite. Et ici, nous arrivons dans la région de Sarre et nous allons rester à Sarre maintenant pour ce qui est des dolmens. C'est une région très limitée. Vous avez ici le plateau d'Alchang et vous voyez que pour ce qui est de la région d'Alchang, la richesse en dolmen, tous les points rouges qui sont là. Ici, c'est la région de Gastenbakar, nous la traiterons après, encore une grande richesse en dolmen. Il y en a d'autres un peu partout, mais les deux concentrations, c'est la région d'Alchang et la région de Gastenbakar. Alors, nous allons commencer par la région d'Alchang. Alors, ça, c'est un des dolmens les plus connus qu'avait trouvé le père Barandiran, un des tout premiers, avec sa vue sur la côte, il est de toute beauté. Mais, comme vous voyez, il est fort dégradé, il n'a pas la taille et la majesté de celui de Gasteignat, mais il n'empêche que c'est un dolmen de montagne. En voilà un autre. Alors, je ne vais pas vous donner leur nom, c'est fastidieux, mais on est toujours dans les crêtes d'Alchang. En voilà un grand, il ne faut pas croire. Vous voyez, sa chambre funéraire est ici. Il fait plus de 2 mètres quelques de long, 1 mètre de large. C'est quand même un très beau dolmen, dans le sens de ce qui en reste. En voici un autre, toujours Alchang, qui est orienté vers la mer, comme le tout premier que je vous ai montré. Il faut savoir voir ces modestes pierres. Ça n'est pas évident au premier coup d'œil de se dire « Ah, c'est un dolmen », mais il s'en est quand même un. Voilà encore celui qui a été remis sur l'affiche. Je m'arrête sur celui-là, comme j'aurais pu m'arrêter sur celui de Gasteignat, faire un petit rappel de la mythologie basque. Quand je vous ai parlé de la préhistoire, avec, vous avez vu les grottes,
chasseurs de bisons, de rennes, etc., on peut penser que le Bassayaoun de la mythologie basque prend ses racines dans cette période lointaine, parce que la mythologie est imprégnée des grottes, du souterrain, elle met en scène, elle anime en quelque sorte le bestiaire des grottes où vivait l'homme préhistorique. On peut penser que la mythologie basque prend ses racines déjà 10 000 ans dans cette période-là. Ensuite, on arrive par exemple au dolmen et la mythologie basque nous parle des gentils qui ont connu ces dolmens et qui se sont enfouis dedans quand la chrétienté est arrivée. Donc, si vous voulez, ces dolmens sont rattachés plutôt aux gentils qui sont en fait des païens pré-chrétiens pour ce qui concerne ces structures-là. Non, c'est dans l'autre sens que je dois aller. Voilà, ici c'est le dolmen de Gashtenbakar. Alors, c'était. Je vais aller à la précédente. Non. Non. Attendez, je vais voir si. Voilà. Nous allons arriver maintenant dans cette région ici, Gashtenbakar. Et je commence par le premier monument qui se présente. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Alors ça, c'était le monument tel que je l'ai vu en 1972. Je l'avais décrit. Il y avait, si on peut dire, de beaux restes, en tous les cas beaucoup plus beaux que ce qui s'est passé ensuite, parce que voilà, je l'ai retrouvé comme ça. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, des chercheurs de trésors ont cru bon d'aller chercher un trésor là-dedans. Alors je voudrais simplement attirer votre attention là-dessus. Vous imaginez les bergers de cette époque se promener avec des trésors dans les poches, des pièces d'or, que sais-je. Ils ne sont pas plus riches que les bergers actuels, si ce n'est encore moins. Et donc, il est aberrant de chercher un trésor là-dedans. Il n'empêche que souvent, ce sont des chercheurs de trésors qui abîment ces monuments, tout à fait en vain d'ailleurs. Hein. Enfin, voilà ce qui est devenu un monument après le passage de chercheurs de trésors. Voilà un monument tout proche, avec Gashtenbakar, dont il ne reste que la chambre funéraire, que l'on voit très bien ici, orientée plein est, elle aussi. Celui-là n'a pas été abîmé plus. En voilà un autre aussi, qui à l'époque était couvert de ronces, et j'avais un tout petit peu dégagé, et on voyait son sol, le plancher du coffre qui était dallé. Vous voyez, c'est tout à fait joli, avec les deux dalles. Là, la dalle qui est ici avait disparu, la dalle de couverture avait disparu, probablement plus par le fait de l'intempérie, parce qu'une dalle de grès à l'horizontale pendant 6000 ans, elle peut casser, alors qu'à la verticale, elle prend moins les intempéries. Et le même, il y a quelques années, vous voyez, on revoit les trois dalles là, et la chambre était ouverte. Et vous voyez ici le tumulus pierreux qui l'entoure. Ce sont des monuments peu esthétiques qui ne parlent pas beaucoup. Si on ne sait pas à qui on les doit, à quel contexte on doit les rattacher, c'est le passé lointain du Pays Basque qui mérite tout notre respect parce que c'est le patrimoine et les racines des Basques qui sont là aussi. En voilà un autre, vous voyez, on ne voit pratiquement que les traces de la chambre funéraire. C'est très émouvant de voir qu'il ne reste plus que ça d'une tombe qui a été respecté et respectable en son temps. Ça, c'est toujours Gashtenbakar, un petit peu plus bas, Gashtenbakar Koereka. Et vous en avez ici un autre là, côté de cet assemblage de pierres que tout le monde doit connaître quand on connaît le coin. Voici le numéro 4, un peu plus bas aussi. Et vous avez, on le verra tout à l'heure, le grand menhir qui est planté ici, celui de Gashtenbakar. Il domine à l'horizon, on le verra tout à l'heure. Alors là, je vais vous demander de bien regarder, c'est le dolmen de Behot Selay, voilà, ce qu'il en restait en 72. Alors, regardez cette pierre, vous voyez, elle a des rainures naturelles, et ce dolmen était dans la lande. Voici comment je l'ai revu quelques dizaines d'années après. Alors, il est dans une propriété privée, j'ai rien contre, et vous avez ici la dalle rayée dont je vous ai montré, on lui a remis un couvercle artificiel, si j'ose dire, on lui a planté un menhir à côté, la lande a disparu, mais c'est quand même le dolmen que je viens de vous montrer. Au moins, il est préservé, il n'a pas été démoli. C'est pas la même chose pour celui-là. Alors celui-là, il était aussi sur les flancs du côté d'Argaïné, quand on monte vers Alchan, en venant d'en bas, de ça, eh bien, vous avez ici de très belles dalles
son tumulus pierreux, et vous notez ici l'horizon, cette colline qui descend, etc. Et je pensais qu'ayant survécu près de 6000 ans, il avait encore quelques belles décennies devant lui. Eh bien, c'était voire mal, parce que maintenant, eh bien, il est ici. Il n'y a plus rien du tout. Il a été rasé, et on en a fait une prairie artificielle. Alors, je veux bien croire que ce massacre, je n'ai pas d'autre mot, est dû à l'ignorance. Mais enfin, quand même, il faut se lever tôt pour pouvoir raser un monument comme ça. Alors, quand on y a fait passer la défonceuse, le bulldozer, que sais-je, est-ce que la personne savait à qui elle avait affaire, à ce monument qui est un des joyaux du patrimoine de Sarata, parce qu'il n'y en avait pas 36 aussi beaux, ou bien est-ce que c'est par pure ignorance? J'attire l'attention des propriétaires, quand ils ont quelque chose sur leur terre, ne démolissez pas, s'il vous plaît, et j'aimerais que des mesures soient prises au plan prévention, instructif, etc. Nous allons longer maintenant un chemin que nous serons amenés à revoir, une voie antique, vous voyez, qui part de ça, passe par l'El Biscay, et qui longe à flanc de montagne, et pour aboutir à Cognanaco-les-Poix, ici. J'avais emprunté ce chemin antique et j'avais été pas étonné du tout de trouver un cromlech ici, un ensemble de cromlechs, un dolmen, un menhir et des tumulus cromlech et terre d'habitat ici. C'est une voie qui a été prise de tout temps et, à mon avis, bien sûr, elle est très antérieure à la voie actuelle qui relie Sarre à Vera par le bas. Ça, c'est une voie, elle peut être moyenâgeuse, mais beaucoup plus récente. Nous y reviendrons en temps voulu. Et voilà des monuments qui sont pas loin de cette voie. Vous avez celui-ci, c'est le monument d'Arik Chabal, en bas, à côté de Miketigo Borda, celui-ci. On le voit bien là, maintenant il est enfoui, moins visible. Voici le dolmen de Fag, qui est le long de la voie dont je vous ai parlé, la voie antique. Il a été un peu réaménagé pour en faire un abri pastoral, mais c'est quand même un dolmen. Vous avez le dolmen d'Ibantelli, qui est Ibantelli Est, qui est un imposant tumulus pierreux avec ses dalles. Et très important, c'est un des plus volumineux du territoire de Sarre, quant à la dimension des pierres et du tumulus. Vous voyez, les dalles, quand même, la chambre funéraire est équipée de dalles très, très conséquentes. Voilà un autre dolmen pas loin, c'est le dolmen de Charita qui est toujours sur le flanc d'Ibantelli. Les dalles latérales ont tendance à pencher, mais on a quand même de très beaux restes. Je vais maintenant vous emmener pas loin des grottes de Sarre et on va aller voir le dolmen de Lessia, les dolmens d'Atermine, etc. Tout cet ensemble-là qui est ici et deux qui sont là. Les dolmens de l'Aria, ici. Alors, nous allons voir tout cet ensemble-là. Il y a de très beaux monuments, de très beaux restes, mais qui sont là encore, à mon avis, menacés. Vous verrez pourquoi. Alors, ça, c'est le dolmen le plus près des grottes de Sarre, dolmen de Lessia, dont vous pouvez deviner le tumulus pierreux et deux dalles de la chambre funéraire, orientées plein est. Il suit les normes, si on peut dire, architecturales de son temps. Vous avez, là, c'est la Pizzetta Ouest, qui est sur le plateau qui domine les grottes de Sarre. On reconnaît très bien son tumulus pierreux et les deux dalles qui restent de la chambre funéraire. Et vous avez un peu plus loin la Pizzetta Est, là c'est Ouest, Est, ici, dont il ne reste que le tumulus pierreux. Ce sont des photos qui ont été prises en 1972 et je vais vous montrer des photos actuelles. Ils n'ont pas été abîmés et on voit bien l'importance de la dalle latérale, la dalle de chevet. Les dalles de chevet, je vais vous dire, Barandiaram insistait sur le fait qu'elles étaient taillées, les dalles de chevet, en oblique, comme ça, de sorte que les dalles latérales n'étaient pas verticales mais un peu inclinées, de sorte que la dalle de couverture, en s'appuyant sur les dalles latérales, n'avait pas tendance à les éverser vers l'extérieur, mais à les maintenir au contraire en place sur la chambre funéraire. Et ça, c'est celui dont je vous parlais, qu'on avait vu un petit peu sur la droite, la Pizzetta Est, dont il ne reste rien de la chambre funéraire. Les dalles ont dû être récupérées par des carriers, tout ça, peu importe, et à une époque tout à fait indéterminée. Moi, je ne l'ai jamais vu avec ces dalles.
mais son tumulus pierreux reste là. Barandiaran non plus n'a pas vu les dalles. Ça, c'est un domaine où je vais vous demander votre attention, c'est le domaine d'Argyle, tout à fait à côté des précédents. Et on voit ici sur cette photo, qui a été prise en 72, une dalle verticale qui était tout à fait bien en position, qui faisait partie de la chambre funéraire. Eh bien, si nous regardons une photo qui a été prise tout récemment par mon ami Francis Méat, vous voyez le tumulus pierreux, il n'y a plus de dalle verticale dedans, le tout a été comme ravagé par le passage d'un engin mécanique puissant. Je ne sais pas dans quel but, ni comment, ni pourquoi, mais le monument qui était relativement intact, eh bien, a été complètement désarticulé. Alors, je pose la question aux autorités compétentes, je ne sais pas qui elles sont, mais si on va à cette vitesse-là, le patrimoine de Sarre va prendre rapidement un sale coup. Voici un autre domaine à côté, domaine d'Atermine. Il a encore une dalle debout, j'espère qu'elle le restera longtemps. Voilà les dolmens de la région de l'Aria, pas loin des Palondières, autour des Palondières. Alors voilà, il y a ici 2 dolmens. Et de l'autre côté, il y en a un autre que je vais vous montrer, qui est plus important. On voit sa grosse dalle, sa chambre funéraire ici, son gros tumulus pierreux. Je ne fais que passer rapidement un voisin, toujours de ce même monument, un autre à côté. Et je finirai sur le dolmen bien nommé de Tomba, où l'on voit très bien ce que je vous disais, à savoir la dalle de chevet taillée en oblique pour que les dalles latérales s'appuient dessus et ne soient pas éversées par le poids de la couverture que l'on pose ensuite. Alors, nous avons fini avec les dolmens et je vous ai montré combien ces monuments qui viennent d'un lointain passé sont menacés, et j'ai illustré ces menaces autant que faire se pouvait. Alors, je vais passer à un autre sujet maintenant. On va passer à l'âge des métaux. On était au néolithique et donc, vous allez voir, l'âge des métaux, c'est l'âge qui suit le néolithique. On va voir un petit tableau qui va vous présenter ça d'une manière plus claire. On y va, là, là, et dolmen, c'est fait, âge des métaux. On y est. Alors, ce petit tableau, s'il est bien s'éclairer, voilà. Alors, on appelle l'âge des métaux parce que ça suit le néolithique, qui commence vers 5000, en gros, 4000, 5000, et on est à 2500 avant Jésus-Christ, et on arrive à l'an 0. Vous voyez qu'il y a d'abord l'âge du cuivre, c'est-à-dire de premiers métaux utiles que l'on a travaillés, parce qu'il y a eu l'or, mais il n'est pas utile, on peut pas faire de couteaux en or, de marteaux en or, etc. Et puis il est très rare. Alors le cuivre a été le premier métal utilisé, ensuite le bronze à partir de 1800 en gros, et ensuite le fer, etc. Je ne vais pas m'étendre sur la métallurgie de ces métaux parce que leur industrie, si vous voulez, le cuivre on peut le fondre, le bronze on peut le fondre, c'est un mélange de cuivre et d'arsenic ou d'étain, et le fer on ne peut pas le fondre, on ne peut que le ramollir, et c'est la masse de fer que l'on va marteler pour en faire ce que l'on veut. Ce qui nous intéresse ici, ce sont surtout les manifestations funéraires, disons, et vous voyez que venant de l'époque du néolithique, les dolmens vont persister encore à l'âge des métaux et s'interrompre à peu près vers cette période-là. Et l'incinération va débuter là, au cuivre un petit peu, ensuite à l'âge du bronze et à l'âge du fer. Et vous voyez qu'au-delà du zéro, le trait continue. En fait, en Pays Basque, l'incinération de type païen, c'est-à-dire en cromlech, etc., a perduré bien au-delà, nous y reviendrons, mais je peux le dire dès maintenant, a perduré en période historique jusqu'au XIVe, XVe siècle, juste sous François Ier. Alors on dirait, comment ça se fait que des Basques avaient encore, faisaient encore des monuments préhistoriques en période totalement historique? Pour une raison bien simple que Eugène Goyenatch a expliqué parfaitement, à savoir que le message chrétien a été transporté longtemps par des missionnaires non bascophones, ce qui fait que dans la montagne basque ou en terrain basque, le message ne passait pas, qu'il a fallu attendre le 11e, 12e siècle pour que les missionnaires soient bascophones. Et à ce moment-là, le message chrétien est passé et les méthodes païennes d'incinération, etc., ont laissé place aux méthodes plus chrétiennes, disons, de faire. Encore que, vous savez, maintenant, on revient à l'incinération aussi. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, nous allons traiter de l'incinération
et de l'âge des métaux en général, pour redonner un petit peu le contexte. Parce que nous avons vu tout à l'heure que l'homme avait son agriculture, son élevage, sa poterie, et vous avez ici une poterie basque que j'ai trouvée en Pays Basque, je ne dirai pas où pour ne pas inciter des chercheurs malveillants à aller fouiller là où il ne faut pas. Eh bien, cette poterie basque, vous voyez, c'est la plus belle poterie de l'âge du bronze en Aquitaine. De toute l'Aquitaine, c'est la plus belle poterie. Donc je l'ai fait reconstituer, que dis-je, recoller simplement, parce qu'on avait tous les morceaux, par le musée d'Aquitaine. Ils avaient voulu le garder. Heureusement que j'aurais fait signer un papier comme quoi il revenait en Pays Basque, qu'on peut maintenant l'admirer au musée basque. Eh bien, cette poterie, elle a été comparée à des poteries similaires de l'Aquitaine et de la même époque, l'âge de bronze. C'est la plus belle et de loin. Comme quoi, c'est une poterie locale faite par des gens du pays et c'est néanmoins une des plus belles poteries qui soit. Alors, on passe à, je vous dis, c'est l'âge des métaux. Voici un exemple de pointe de lance en fer, de fabrication locale. On pourrait montrer bien d'autres choses, ce n'est pas le propos. Par contre, j'insisterai beaucoup sur la transhumance. Alors, la transhumance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au fur et à mesure que les troupeaux ont augmenté en nombre, les bergers ont été obligés d'aller chercher des pâturages de plus en plus loin et de plus en plus haut. Et ceci surtout en Basse-Navarre, où au début ils se contentaient de moyennes altitudes pour leur dolmen, mais quand ils ont eu des troupeaux importants, il a fallu monter beaucoup plus haut. Et s'est instauré la transhumance, c'est-à-dire le déplacement des troupeaux au printemps vers les estives, et en automne, quand arrivent les frimales, les premières neiges, retour vers le basse-terre. Du Goyeri au Béthéry, nous dirait Michel Buller. Mais cette transhumance a une importance capitale parce qu'elle a été un moyen de communication avec le monde extérieur, parce que non seulement ils redescendaient dans les plaines, mais ils allaient jusqu'à la plaine de la Garonne, et à la Garonne, et jusque dans la plaine de l'Èbre, jusqu'à l'Èbre, ce qui faisait une unification de la langue, des mœurs, de toute la population de ces régions sillonnées par la transhumance qui étaient et bascophones et qui adoptaient les rites de ces bergers pour la plupart. Vous verrez les nuances. Mais disons que c'était une ère, la Vasconie bascophone allait de l'ère Garonne à l'Èbre grâce au mouvement des troupeaux de transhumance qui montaient, qui descendaient fort loin. Donc, mouvement d'unification et mouvement de contact avec les nouvelles techniques qui se faisaient jour, la métallurgie, les nouvelles techniques d'agriculture un peu plus poussées, etc. Et bien sûr, les nouveaux modes spirituels, les nouveaux modes de pensée que seront par exemple l'incinération. Et les monuments d'incinération vont naître dans ces périodes de grande transhumance. C'est, je vous l'ai dit, au tout début du cuivre, et puis au bronze et à l'âge du fer que l'incinération va se développer. Alors, on va aller un peu plus loin. Ces braves bergers le font en montagne, ne vont pas redescendre aussi sec, surtout quand ils sont à 7, 8, 10 heures de marche de la plaine, et quand si ce n'est plus. Et donc, ils vont construire en altitude des tertres, comme vous voyez ici, qui leur permettent de surélever leur habitat temporaire pour l'été par rapport au ruissellement des eaux de pluie qui ne stagnent pas, qui dégoulinent, et eux sont beaucoup plus au sec. Vous avez la présence d'un cours d'eau et donc une structure temporaire qui peut être en peau d'animal, qui peut être en gazon, peu importe, mais c'est temporaire. Et quand ils reviennent le printemps suivant, ils refont leur tertre et ils le relèvent un petit peu si les pluies l'ont raviné. C'est une habitation temporaire pour l'estive. Quand ils sont sur leurs estives aussi, ils jalonnent leur pâturage de monolithes. Alors, je pense que les menhirs que l'on peut trouver en Pays Basque, les monolithes, sont en rapport avec un problème de bornage de pâturage. La tradition, si elle est riche pour les monuments funéraires, et la mythologie nous apporte beaucoup d'apports sur les monuments funéraires, beaucoup de mythes, de légendes courtes sur les monuments funéraires, très peu pour ce qui est des habitats, comme les terres d'habitat, ou pour ce qui est des menhirs. Pourquoi? Parce qu'en général, la charge affective est beaucoup plus forte pour les tombes que pour les choses ayant trait aux vivants. On le voit d'ailleurs en Égypte ou ailleurs, les monuments funéraires sont beaucoup plus importants et ont beaucoup plus duré que les humbles habitats des habitants de l'époque. Alors, vous avez ici
deux types de menhirs, un menhir planté et un menhir couché. Alors ça, c'est au parc mégalithique de Sarre que vous pouvez les trouver. Et je pense que ces menhirs donc étaient des points de balises de pâturage. Et la dénomination basque de ces menhirs, c'est Muga. Et Muga, c'est la borne. Donc ça irait tout à fait dans ce sens-là. En plus, ils sont souvent dans des endroits particuliers, près de points d'eau, etc. On peut très bien soutenir cette hypothèse que ce sont des bandes de pâturage. Et vous savez, Barbiran insiste sur la permanence des traditions en Pays Bas, des rites. Et quand on voit les faceries, ce sont les accords qui se renouvellent entre bergers, d'une vallée à l'autre, etc. Vous en avez une à côté, les faceries de Sarre et Vera qui se font sur les tables des Suniaga. Vous avez la facerie de la Pierre Saint-Martin. Tout ça, ça vient, comme le suggère Barbiran, de la nuit des temps et de ces époques-là. Et on peut très bien imaginer que des bergers signaient entre guillemets, ils n'avaient pas écrit des accords quant à l'utilisation des points d'eau, des pâturages, dès ces époques, à côté de ces menhirs. Je vous ai dit que c'était une époque qui était riche en communication, et bien que le Pays Basque soit réputé pour être un isolat, vous avez vu qu'il était en contact avec les nouvelles idées, avec les nouveaux rites, et je vous projette cette photo qui vous montre le trafic du métal à cette époque. C'est un vrai marché commun entre les gisements de cuivre, qui sont des petits ronds bleus, vous voyez, les gisements d'étain, qui sont les points rouges, et comme je vous l'ai dit que le bronze était de fusion entre l'étain, à proportion donnée, entre le bronze et l'étain, eh bien, on échangeait toutes ces métallurgies dans cette ère-là. Et il y a peu de différence avec l'intensité d'un marché actuel, sauf qu'il était peut-être plus lent, mais il était très important. L'incinération fait partie de ces nouveaux modes funéraires qui arrivent, et nous allons, sur ce dessin évocateur, traiter des cromlechs, qui sont des monuments funéraires, incinération par excellence, et ensuite on verra le reste. Alors, là, ici. Oui, je vais aller ici tout de suite pour vous rappeler ce qu'on a vu. Voilà, l'incinération apparaît là, à le cuivre, au bronze, et elle continue au fer et bien au-delà, en même temps que le rite en dolmen s'évapore, si on peut dire, s'estompe. Je ne vais pas insister sur le fait que les cromlechs en Pays Basque ne se trouvent que juste à la rivière l'Issaran, et qu'au-delà on n'en trouve pas. Les archéologues, dans leurs recherches, ont démontré qu'on ne sait pas pourquoi le rite du cromlech n'a pas été adopté au-delà de l'Issaran, mais que les cendres étaient déposées dans des dolmens, etc. Bon, là on est dans des cas particuliers. Moi je veux rester, si vous voulez, général. Je vous ai montré déjà cette poterie. Voici un plat couvercle qui est du Pays Basque, et ce plat couvercle servait de couvercle, le voici, à une poterie, une céramique dans laquelle on mettait les cendres du mort. Dans ce monument de Bichuskia, que je vous montrais tout à l'heure, on a trouvé aussi des silex qui montrent que, quoi qu'on ait été à l'âge des métaux, le bon vieux silex était encore utilisé parce que tout le monde ne pouvait pas se payer du métal. Par contre, ce berger qui a été peut-être tué du fer de lance, eh bien, il a gardé son fer de lance avec lui. Alors, en voici un qui est décédé, et ses confrères se réunissent et vont le porter sur le bûcher pour l'incinérer. Nous avons reconstitué en 2005, avec l'initiative de M. Notsbehere, nous avons reconstitué un bûcher funéraire. Il n'y a pas eu de volontaire pour l'essayer, mais il y en a eu un qui est venu quand même, vous le voyez. Voilà, il n'a pas protesté quand on l'a déposé. Et la question est, une fois qu'il a été brûlé, ce brave homme, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je dois dire tout de suite que le monument à incinération, qu'il s'agisse d'un cromlech, c'est-à-dire d'un cercle de pierre, qu'il s'agisse d'un tumulus, un tertre, qu'il s'agisse d'un tumulus cromlech, c'est-à-dire d'un tertre entouré d'un cercle de pierre, ces trois types de monuments ne sont qu'une variante
du rite d'incinération qui s'exprime de ces trois manières, au même titre que l'on trouve des chapelles, des cathédrales, des églises, un peu de tout, mais c'est toujours le même rite catholique. Eh bien là, c'est le même rite funéraire qui s'exprime de trois manières différentes, cromlech, tumulus cromlech ou tumulus simple. Une incidente aussi, il semblerait que le tumulus cromlech dérive directement du tumulus dolménique, parce que le dolmen, c'est un tumulus au centre duquel il y a une chambre funéraire et souvent entouré d'un péristalithe, d'un cromlech. Et quand le mort a été brûlé, qu'il n'est plus rien resté ou presque de lui, la chambre funéraire qui pouvait faire 2 mètres sur 1 mètre s'est rétrécie au point qu'elle devient quasi inexistante, mais peut demeurer le tumulus et le cercle qui l'entourait, d'où tumulus cromlech, ou simplement le tumulus simple, ou simplement le cercle cromlech. Mais il semble que ces trois monuments dérivent initialement du dolmen, leur ancêtre, quoique le rite soit complètement différent. La philosophie aussi est très différente. Dans le dolmen, c'est un monument fait pour être vu, dans lequel on va inhumer à répétition des gens. Ce dolmen sert de balise, de terrain, quelquefois de prise de possession du terrain, etc. Ce sont des gens plus ou moins d'une même famille, d'une même tribu, comment le mettre, ça c'est l'ostéologie qui le montre. Alors que les monuments d'incinération, ce sont des monuments essentiellement symboliques. Le côté matériel que je viens de décrire pour les dolmens n'est pas là. C'est un côté symbolique. Déjà, le corps du mort est brûlé. On ne le garde pas. Lorsqu'il est incinéré, il n'est pas dit qu'il va bénéficier d'un monument. Les cendres peuvent être dispersées au vent. Je vous dirai pourquoi. Le cadavre a pu être laissé au vautour sans même être incinéré, ou bien les cendres jetées dans un petit cours d'eau, ou enterrées simplement sans aucun monument. Pourquoi? Parce que si on fait le total des monuments à incinération découverts en Pays Basque, et que l'on compare au millénaire pendant lequel le rite a été pratiqué, il semble évident, d'autant que chaque monument ne sert qu'à une personne, il semble évident qu'ils n'ont pas tous, et que tous les décédés en montagne n'ont pas bénéficié d'un monument. Donc, c'était des gens, quand on leur faisait un monument, qui aient bénéficié d'un certain critère de sélection, probablement en rapport avec la hiérarchie dans la société, la hiérarchie qu'ils tenaient. Et plus on était élevé dans la hiérarchie de la société, plus on avait droit à un monument, un beau monument, un monument bien fait. Mais, de toute façon, et en particulier pour les cromlechs, ces monuments, aussi beaux soient-ils, je vous en montrerai, sont enfouis sous terre. Ils ne sont pas faits pour être vus, pour en mettre plein la vue. Ce sont des monuments modestes, symboliques. Il y a énormément de gestes symboliques lors de la construction d'un cromlech, mais on ne le voit pas. C'est les pratiquants qui le voient. Il se peut d'ailleurs qu'après tous les symboliques que je vous énoncerai, que je vous montrerai, que je vous démontrerai, il y a eu des cérémonies avec Chistou, Chalaparta, Alboka, mais nous ne pouvons que l'imaginer. Ça ne laisse pas de traces, mais il serait aberrant, d'ailleurs, vous voyez sur le dessin, il y a un Alboka, il serait aberrant qu'il n'y ait pas eu tout un environnement rituel qui ait été accompagné ces constructions de monuments. Et c'est ça auquel il faut penser quand vous voyez un cercle de pierre, ce n'est pas le cercle de pierre qui est voir, c'est tout ce qu'il y a derrière. Alors là, c'est un cercle que nous avons constitué à l'échelle 1 au parc mégalithique. Vous avez le péristalithe, et quand on voit sur place dans la montagne, on ne voit que quelques pierres périphériques. Là, on en a mis un bon lot, quelquefois il y en a une sur 4 qui apparaît. Mais si on va un peu plus loin, il y a quelquefois, voyez-vous, des modifications architecturales, des dalles empilées entre des dalles verticales, etc. C'est déjà beaucoup plus sophistiqué que ça n'en a l'air. Et au centre, il peut y avoir une petite boîte dans laquelle seront quelquefois mises les cendres du mort. Quand je dis les cendres, c'est dans les cendres, et je vais vous expliquer. Il semble qu'une fois l'incinération faite, le rituel n'imposait pas du tout de mettre les restes, même incinérés du mort, en totalité au centre du monument. Là encore, on est dans la symbolique, dans le rituel, avec une omoplate de vache, de brebis, peu importe. On va faire un geste de prélèvement sur le foyer d'incinération et on prend ce qui vient, que l'on va mettre dans le petit réceptacle au centre. Alors, s'il y a quelques ossements incinérés, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis, le rituel ne l'exige pas, c'est un geste symbolique. Par contre, quand on trouve des charbons de bois, il m'est arrivé lors des fouilles de voir que ces charbons de bois avaient ruméfié l'argile sous-jacente. Ce qui veut dire qu'ils ont été mis, ces charbons de bois, à l'état de braise. Et donc,
que le foyer de prélèvement était tout à côté du monument lui-même. On peut en déduire, sans se tromper bougrement, que les monuments étaient construits à côté du foyer d'incinération, puisque, je vais vous dire ça. Quant aux objets rituels, là aussi, là, en général, il n'y a aucun mobilier, aucun objet. Quand il y en a, ils sont cassés, brisés. Quand ce sont des céramiques, les céramiques, je vous ai montré, ne viennent pas de ces monuments-là, ni de ces semblables. Par contre, on voit des fragments de céramique et on retrouve toujours la symbolique que soulignait un historien qui s'appelle Noël, qui disait que la partie vaut pour le tout. Et ça peut s'appliquer aussi bien aux objets. On met une partie de céramique pour évoquer toute une poterie, on met quelques ossements pour évoquer tout le mort, et s'il n'y a pas d'ossements, ça ne fait rien, on a fait le geste de faire un prélèvement sur son foyer. Je vais plus loin, des préhistoriens ont dit mais oui, mais en Pays Basque, la terre est très acide, et donc les ossements incinérés que l'on peut mettre, eh bien, ils sont dissous par l'acidité du sol et on ne retrouve rien. Oui, mais les charbons de bois que l'on met quelquefois de manière assez abondante tamponnent, neutralisent l'acidité du sol, et donc, quand il y a des fragments osseux avec ces charbons de bois, ils sont conservés. Alors, il y a deux exemples et des contre-exemples. J'ai trouvé des dépôts de charbon de bois abondants. Il n'y avait pas d'ossements, c'est qu'on n'en avait pas mis. J'ai trouvé des charbons de bois abondants et quelques débris osseux dedans, dont des fragments de côte. S'il y a un os fragile qui disparaît très vite, c'est bien le fragment de côte. Or là, ils étaient très bien conservés au milieu de charbon de bois. Et j'ai trouvé une fois, dans une tombe, à Haute-Soule, un coffre rempli de tous les ossements de l'incinéré. C'est la seule fois, et je crois connue dans tout le Pays Basque, où on a tout recollecté. Et ça devait être un monsieur très haut dans la hiérarchie sociale, et on a mis tous ces ossements sur un lit de charbon de bois qui avait parfaitement conservé. Mais j'avais vu souvent des charbons de bois aussi nombreux qui n'avaient rien du tout. Donc, le rite n'implique pas forcément qu'on mette tous les ossements là-dedans. Geste symbolique, tout est symbolique, depuis la tombe qui est modestement enfouie dans le sol, les prélèvements qui sont une partie pour le tout. Vous voyez, on est dans une mentalité tout à fait différente de celle des dolmens. Je vous ai parlé des cercles, ça peut être un tumulus, hein, c'est-à-dire un grand tas de cailloux, hein, comme vous avez ici, et puis au centre, il y a un tout petit réceptacle dans lequel il peut y avoir quelques dépôts de cendres ou de charbon de bois. Vous avez là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la répartition suivant les formes de terrain. Eh bien, vous voyez, sont les monuments d'incinération, les cromlechs, plus cromlechs et tumulus simples, c'est les cols, les replaces en montagne, les cols, les lignes de crête, les cols, les lignes de crête. Ligne de crête, col, ligne de crête et col. Voilà. Ça, ce sont les deux sites de prédilection. Pourquoi on ne les trouve pas ailleurs? Je ne sais pas le pourquoi, mais je vois que c'était assez respecté et même plus qu'assez. C'est ce que je vous ai commenté tout à l'heure. Alors là, nous avons la nécropole d'Okabé. Alors, ici, à Sarre, vous n'avez pas de nécropole de cromlech au sens, vous voyez, le nombre qu'il y en a, mais vous avez des nécropoles de dolmens, je vous en ai parlé tout à l'heure, Alchang, Gastelbaka. Les cromlechs, je vous ai dit, viennent plus tard, et vous en avez moins, si on peut dire, à Sarre que vous n'avez de dolmens. Et voilà, regardez, la nécropole d'Okabé, c'est pour vous faire pénétrer plus loin dans la mentalité des constructeurs du temps de l'incinération. Les monuments de même type, vous avez ici les cromlechs, c'est le petit rond là. Eh bien, les monuments de même type, les cromlechs, ils sont groupés ensemble. Ils sont groupés ensemble. Ils sont groupés ensemble. Les tumulus, c'est le point noir, ils sont groupés ensemble. Ils sont, vous voyez, là, vous n'avez pas un tumulus cromlech, un cromlech, non. Et les tumulus cromlech, c'est le point noir avec un cercle autour, ils sont groupés ici. Ça, c'est la nécropole d'Okabé. Vous avez donc les monuments qui sont groupés par affinité architecturale et non par chronologie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des monuments de même date, par exemple un cromlech ici et un tumulus cromlech ici, qui sont exactement de la même période. Alors, ne me demandez pas pourquoi, dans un cas, dans la même année ou presque, on a fait un tumulus cromlech à ce monsieur et un cromlech à celui-là, ça, je n'en sais rien. Mais je constate que la date de construction importe peu, on groupe ensemble les monuments de même type, quelle que soit l'époque de la construction. Ça, ce n'est pas à Okabé, la question des dates, que j'ai pu l'élucider, mais sur une autre nécropole, la Patessaro, où j'ai fouillé la plupart des monuments avec leur datation, et
notion en est sortie. Pendant combien de temps a-t-on pratiqué cette incinération? Eh bien, vous l'avez de manière visible ici. Vous voyez, ça a débuté ici, 2520 Jésus-Christ, et puis ensuite, ça a été comme ça, au-delà de la période historique, au-delà de l'an 0, jusqu'en période historique. Et vous voyez, c'est tumulus, cromlech, etc., tumulus, cromlech, peu importe la période, c'est à peu près toujours les mêmes monuments. Et je dois dire que pendant toute la période proto-historique ici, les monuments sont de même facture. Hein. Il n'y a pas ni d'amélioration ni de détérioration, c'est très bien fait. Par contre, quand on arrive ici, en période historique, la qualité se diminue beaucoup. Vraiment, on sent que la négligence se fait jour. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la transhumance, combien elle était un facteur d'unification et de contact pour les Basques, puisque de l'ère bascoïde qui est ici, eh bien, ils allaient au fin fond, jusqu'à la Garonne et jusqu'à l'Ebre. Et une preuve en est donnée en dehors de la toponymie, parce que vous savez, par exemple, il y a le Val d'Aran, c'est un pléonasme, Val d'Aran. Hein. Vous avez ici une ville qui s'appelle Elné. Elné, son nom... Vous savez comment ils s'appellent les habitants d'Elné? Ce n'est pas les Elniens, c'est les Ilibériens. Parce que la ville s'appelait Ilibéris. On est à côté de Montpellier. Pour vous dire que la toponymie est bascophone fort loin. Et elle traduit cette aire-là. Et quand on regarde ici la densité des aires de nécropole et incinération, vous voyez qu'elle domine en Pays Basque. Plus on va vers l'est, il y en a encore, mais ça diminue. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on en voit qui apparaissent du côté de Nérac et du côté de Lérida. Ça s'explique assez facilement. Vous voyez les voies de transhumance, les flèches. Lorsque l'hiver arrivait, les pasteurs descendaient, traversaient doucement les plaines de la Garonne ou de l'Ebre et se réunissaient dans la région de Nérac et dans la région de Lérida. S'ils décédaient dans ces régions intermédiaires, ils n'étaient pas groupés. Là. Par petits groupes, ils se rendaient vers leur lieu d'hivernage. Eh bien, s'ils décédaient, ils subissaient, entre guillemets, le mode funéraire de la plaine, c'est-à-dire le chant d'urne, par exemple, ou le tumulus, qui n'était pas leur mode montagnard. Par contre, lorsqu'ils se retrouvaient tout l'hiver dans ces deux régions-là, lorsqu'ils décédaient, les copains étaient près d'eux et leur faisaient le cromlech pyrénéen qu'ils avaient l'habitude de faire dans les estives. Alors, c'est intéressant de voir la diffusion de ces mœurs au-delà de la langue, les structures funéraires aussi circulaient. Nous voici à Okabé. Nous allons arriver au cromlech basque de Sarre, mais pour mieux les comprendre, on va voir ceux que nous avons pu faire parler. Alors, celui-là, vous voyez, tout à fait évident, et je vais vous montrer, commenter la coupe de ce monument. Parce que vous avez vu ce qu'on voit, quelques pierres qui sortent. Alors, lorsque ce monument a été fait, les constructeurs ont creusé le sol, ils l'ont évidé de toute sa terre et ils ont fait un évidement circulaire. Alors, le sol d'origine, il y a l'humus de surface, l'humus profond, un petit cailloutis rose qui est en place là tout le long, et dessous une couche d'argile plastique jaune. Alors, vous voyez, ça c'est le sol à l'origine. Ils ont creusé à la verticale et enlevé toutes les terres qui étaient là, ils ont fait le vide. Sur ce sol évidé, ils sont été jusqu'à la couche de cailloutis rose là. Vous voyez, elle est toujours intacte. Ils l'ont creusé un tout petit peu pour planter profondément les grandes dalles périphériques avec des pierres de calage. Ils ont été chercher un peu plus bas l'argile plastique et ils l'ont mis ici une couche d'argile plastique. Rien ne les obligeait à le faire. Ils l'ont fait. Quand ils ont eu fait une couche d'argile plastique en réceptacle pour les cendres de l'incinération, ils ont déposé un tapis de charbon de bois et de cendres ici, là. Au centre, ils en ont mis un peu plus abondant. Ils ont recouvert le tout par un dôme de cailloux. Et ils ont recouvert ce dôme de cailloux, non pas de la terre qu'ils avaient enlevée, mais de la même argile plastique qu'ils ont été chercher en profondeur. Ça fait beaucoup de complications, d'autant qu'on ne le verra pas puisqu'on va recouvrir le tout, beaucoup de complications pour un mort qu'on a brûlé. Mais il faut au-delà voir que ce sont des motivations spirituelles qui nous échappent, mais qui sont en nombre dans leur esprit. Ils ont une spiritualité extrêmement riche. Ensuite, ils ont remis de la terre banale qu'ils avaient laissée sur le côté par-dessus le dôme en argile plastique,
Et avant de partir, geste émouvant, ils ont jeté des petits cailloux de la taille d'un bol, comme ça, d'un verre, des petits cailloux, de la taille du poing, qui ont parsemé la surface du cromlech. On les voit très bien faire ce geste comme actuellement on jette des fleurs sur le cercueil d'un défunt. Ce sont encore des gestes symboliques. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas été relevés dans ce monument. Mais je voudrais en citer, puisqu'on est sur ce monument, puisqu'on est sur la coupe d'un monument. Vous avez par exemple dans d'autres monuments, je vous le montrerai mais pas les coupes, des dépôts de charbon de bois qui peuvent avoir lieu dans les pierres périphériques. Vous avez quelquefois, et c'était le cas au Cabé, pas un ossement, alors que tout ce lit de charbon aurait très bien conservé des ossements si on en avait mis. On n'en a pas mis. Le rite ne l'obligeait pas. Du moment qu'on faisait le geste de prélever le charbon de bois, ça suffisait. Alors, c'est ce que je vous ai mis en rouge, les gestes rituels symboliques, je vous les ai détaillés. Et les monuments à incinération sont plus des cénotaphes que des sépultures. Qu'est-ce que c'est qu'un cénotaphe? C'est un monument élevé à la mémoire d'eux, mais ce n'est pas obligé de contenir tout le corps du défunt. Eh bien, on peut dire que l'ensemble des monuments à incinération, sauf cas exceptionnels, comme Milaghet par exemple, où on a retrouvé tous les ossements du défunt, ce sont des cénotaphes plutôt que des sépultures. C'est quand même une notion que l'on n'avait pas tant que des travaux de ce style n'avaient pas été faits. Alors, nous allons voir l'intimité de monuments fouillés en Pays Basque, et nous irons voir les Sarratars que je n'ai pas fouillés parce qu'il n'y avait pas motif à le faire. Par contre, il y avait urgence à le faire ici. Vous voyez, c'est au col de Méatsé, un bulldozer était passé, et on voit apparaître ceci. Quand j'ai vu ça, j'ai demandé l'autorisation à la direction des antiquités de Bordeaux de faire une fouille de sauvetage, et laquelle nous a montré, eh bien, ceci. Voilà, une fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que l'on voit, une fois le monument recouvert, pratiquement quelques 2 ou 3 pierres qui émergent, et en réalité, c'est extrêmement sophistiqué comme travail. Vous voyez, des dalles verticales, des dalles horizontales, c'est un peu ce que j'avais fait sur la reproduction, un petit coffre central, et il arrive que quelquefois, sur les dalles périphériques, on dépose une pierre symbolique en forme d'œuf. Un galet de poudingue, ils sont plus ou moins ronds, le poudingue, c'est cette pierre qui est truffée qui cimente en quelque sorte des galets de fond de mer. Eh bien, on en détache facilement, ou il s'en détache facilement. Il prenait un de ces galets et il le mettait posé sur une des pierres périphériques. Alors, le père Barangueran, dans des fouilles à Mendikipi, par exemple, du côté de l'Arsémélie, en avait trouvé. J'en ai trouvé plusieurs et je me posais souvent la question, mais quelle est la signification de cette pierre ovoïde qui est là, comme ça, ça avait un sens, parce que rien n'est fait comme ça au hasard. Il y a toujours une motivation. On la connaît ou on ne la connaît pas, mais il y en a une. Eh bien, c'était des ethnologues qui un jour m'ont expliqué que l'œuf était le symbole à la fois du passé et du futur, puisque dans l'œuf, il y a tous les antécédents de l'animal qui est dans l'œuf, et tout son futur qui y est aussi. Donc c'est un peu l'équivalent de l'orientation vers le soleil levant, la résurrection des dolmens. Il y a toujours une symbolique. Un rond n'est pas orienté vers quelque chose, mais on peut mettre des objets qui, eux, symbolisent le futur, comme l'œuf par exemple. Je vous ai montré celui-ci. Je vous montre un autre monument, c'est pas le même, qui va... Voilà, il avait été lui aussi abîmé, et voilà, c'est un autre, et c'est son voisin. Vous voyez, on retrouve une architecture un peu semblable, un coffre un peu différent, mais aussi abondant. Là-dedans, quelques charbons de bois, pas le moindre ossement, des dépôts de charbon de bois dans les pierres de la périphérie, dont on ne connaît pas le pourquoi, mais on voit qu'ils ont été faits, et ils ont été faits de manière voulue. J'insiste toujours sur le voulu. Et voilà, ces deux monuments qui sont côte à côte. Celui-ci a été le premier construit, les deux que je viens de vous montrer. Le premier est ici, et le second, ils l'ont fait à côté parce qu'ils savaient qu'il y en avait un là. Alors, on groupe les monuments semblables à côté, et ils ont été coincés quand ils étaient là parce qu'il était déjà là. Alors, ils ont mis les pierres tangentiellement, ils n'ont pas en perpendiculaire comme ça, pour pouvoir avoir la place. Et si on regarde la datation, celui-ci est beaucoup plus récent que celui-là. C'était logique. Vous voyez, je vous ai dit qu'on mettait des objets symboliques dans la périphérie du monument. Vous avez ici un chopper qui a servi à épaneler très probablement les petites dalles du coffre.
eh bien, cet outil a été déposé volontairement et symboliquement sur une des dalles de la périphérie. Là encore, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voici ce monument, je vous montre encore un monument pour que vous voyez la différence entre la sophistication de ces monuments et la modestie de ce qu'il en reste une fois qu'ils étaient comblés. Parce que quand ils quittaient les lieux, on ne voyait que quelques pierres qui apparaissaient. Donc ce n'était pas fait pour qu'on les voie à tout prix, mais c'était l'expression de toute leur symbolique qu'ils mettaient dans la construction. Voilà, ici, il y a un cromlech. Vous voyez, là, vous pouvez me faire confiance, vous allez le voir. Mais il est là. Et j'avais vu qu'une fouille clandestine avait commencé ici. Par téléphone, j'ai eu tout de suite l'autorisation de faire une fouille de sauvetage. Et voici ce que ça a donné. Voilà. Et il était sous le sol, quasiment invisible, mais le fouilleur clandestin, bon, je ne donnerai pas les détails, j'ai pu l'identifier. Je suis allé le voir et il a participé à la fouille. Je lui ai dit, puisque ça vous intéresse, venez avec nous et vous allez voir comment c'est fait. Et vous voyez ici, le réceptacle central, c'est un petit fer à cheval, avec des pierres en double cercle, etc. Il ne bénéficie pas à cet endroit de jolies dalles roses comme à Meatse, que je viens de vous montrer, là, ce type de monument. Là, ils ont des pierres beaucoup plus grossières, mais ils font avec, et ils font quand même quelque chose d'assez évolué. Nous voici à Sarre, enfin, et je ne peux pas vous dire quelle est l'intimité de ce monument, mais quand on voit ce qui en apparaît, on ne peut pas douter qu'il ait lui aussi une riche symbolique à l'intérieur, qui restera un jour à déterminer, et j'espère le plus tard possible, parce qu'il n'y aura pas de motivation d'aller le sauver par suite de destruction intempestive. Et voici un des cromlechs de Fag. Vous en avez un autre à côté, vous voyez, que l'on voit ici, et le dolmen de Fag est sur la droite un petit peu plus loin. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voici encore un autre cromlech de Fag, ici, on le devine à peine, et je dirais que c'est souvent cet anonymat qui les ont protégés. S'ils avaient été beaucoup plus visibles, ils auraient risqué d'être abîmés. Alors, on m'a souvent posé la question, mais que pensez-vous de la technique qu'ont les braves Guipuscoans, par exemple, ou Navarrais, de mettre un petit poteau avec un indiquant qu'il y a là un monument préhistorique et tout? Je dis, écoutez, de l'autre côté, peut-être qu'ils les respectent, ils ont une certaine connaissance de leur passé, une certaine initiation, mais j'ai l'impression, compte tenu de l'expérience que j'ai vécue à un certain domaine, je vous en ai montré, que plus on signalera, et plus ça risque d'être abîmé. D'ailleurs, un jour, j'étais au col des Laurietas, c'était l'époque des fougères. J'étais allé faire un relevé, il y a toute une nécropole à Laurietas comme au Cabé. À Laurietas, c'est dans les Aldudes. J'étais là et il faisait une chaleur phénoménale. Je m'étais allongé dans les fougères et j'étais donc totalement invisible. Là-dessus arrive une famille, le père, la mère et un jeune homme, enfin un jeune garçon d'une douzaine d'années, et ils se dirigent vers les cercles que l'on pouvait voir par endroits parce qu'il n'y avait pas de fougères. Moi, j'étais caché dans les fougères, et ça explique la suite. Et le gosse dit, alors, qu'est-ce que c'est ça? Leur père dit, oh, ben, c'est des tombes anciennes, etc. Oh, ce serait intéressant d'aller fouiller pour voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, le père dit, tu sais, je ne sais pas s'il faut faire ça. Bon, mais le réflexe, ça a été, oh, si on allait fouiller dedans. Je ne dis pas que c'est le réflexe de tout le monde, mais ça a été le réflexe de certains. À Ushureta, dans le Modaï, Ushureta Kolepoa, j'ai trouvé un jour un des plus beaux cromlechs, complètement évidé. J'ai passé une journée à le combler, à remettre des mottes de terre, à le niveler, mais il avait été complètement salopé. Alors, ça fait mal au cœur de voir un patrimoine qui est abîmé comme ça. C'est pour ça que je me demande si c'est plus par l'éducation, par exemple ce qu'on est en train de faire, vous initier à la richesse de ça, plutôt qu'en mettant des poteaux indicateurs qui peuvent aussi dire, allez-y, il y a quelque chose là. Je ne sais pas, ça se discute. Vous avez ici un cromlech de Hiragari. Alors ça, il y a ça c'est pas un monument, c'est un rocher naturel, et le cercle il est là. Il y a quelques rares pierres, mais il y a un cromlech ici. Toujours à Saraka. Là, on n'est pas loin de la redoute, vous savez, en étoile. Alchang est derrière nous à gauche, et vous avez ici encore un cromlech. Vous en avez un autre là, toujours sur ce même site. Et vous avez, ce sera le dernier que je vous montrerai, le cromlech de Sualar, que l'on voit ici, que je trouve très beau quant à sa situation. La flèche est au milieu. Et il est comme les domaines d'Alchang un peu plus loin, en vue directe sur l'espace lointain. Je vous avais montré tout à l'heure la métropole d'Okabe en vous disant que
les monuments étaient groupés par types architecturaux, etc. Et ils sont groupés aussi en fonction du relief de la nécropole. Les plus beaux monuments sont sur les sites où il y a la plus belle vue, et les monuments de moins belle architecture sont dans les sites où il y a une moins belle vue, qui donne sur un talweg, etc. Et là encore, comme dans les cimetières actuels, la hiérarchie sociale se traduit aussi bien chez les morts que chez les vivants. Nous voici avec la richesse de Sarre en monuments préhistoriques, et tous les points noirs, ce sont ici les monuments de la... Ça, on l'a vu. Ça, alors, on est maintenant à autre type de monuments. On a vu les cromlechs. On va voir rapidement les tumulus cromlechs qui sont quand même intéressants. Je vais aller ici. Peut-être que je vais aller plus vite. Mais oui. Alors, voilà. Alors, tumulus cromlechs. On va les mettre comme il faut dans l'ordre pour que... Bon. Alors, nous avons ici le foyer que je vous ai montré. Je vous ai montré ici tout à l'heure un tumulus, c'est-à-dire on n'est plus dans le cromlech maintenant, mais on est toujours dans le monument d'incinération, un tas de pierres, vous allez en voir pour de vrai. Et vous avez, je vais descendre sur la petite flèche, voilà. Vous avez, non, c'est pas la bonne, alors ici, voilà. Quand on voit ceci, on ne voit rien du tout. Mon bâton est planté sur un tumulus. Là, j'avais fait cette photo parce que j'avais vu qu'il y avait un tumulus là, il faut un certain entraînement. Et souvent, les camarades qui m'accompagnaient en montagne me disaient, mais t'es sûr qu'il y a quelque chose là? Bah, j'ai dit, moi, je pense qu'il y a. Alors, photo et repérage. Et puis un jour, le cultivateur que j'avais contacté, le propriétaire du terrain, m'a dit, tu sais, je vais labourer. Alors j'ai dit, bah, écoutez, labourer, mais en surface d'abord. Et est apparue toute une structure de pierre. J'ai fait le quadrillage, nous sommes venus avec notre équipe et les autorisations légales bien sûr, et on a vu au centre apparaître une petite pierre qui était enchâssée dans cet assemblage-là. C'est du côté de Chouamendy. Une fois la pierre enlevée, cette petite chambre funéraire est apparue, et dedans il y avait des charbons de bois uniquement, pas le moindre ossement ni rien. Mais l'intérêt des charbons de bois, pour nous en archéologie, c'est qu'on peut les dater et qu'on a tout l'échelonnement chronologique grâce à ça. Quand il y a du matériel, du mobilier que l'on peut dater par sa typologie, ça aide, mais souvent le charbon de bois nous aide beaucoup. Et voici comment était ce monument en définitive. En voici la coupe. Il y avait un léger relief comme ça, couvert de gazon, de fougères. On pouvait très difficilement le voir à part son relief. Et bien une fois fouillé, on s'aperçoit qu'il était fait d'un assemblage de grosses pierres et au centre un cœur de pierre plus petite. Au centre de ce cœur de pierre était ménagé une petite cavité très artistiquement faite de pierres jointives. C'était un petit coffre de petites pierres et bouché par la pierre que je vous ai montrée. Et dedans, on avait mis du charbon de bois et des cendres. Pas un ossement. S'il y en avait eu, il serait resté. Voici, alors là, il faut vraiment bien regarder parce que c'est unique, vous ne le verrez plus jamais. Ce monument était dans la lande, là aussi, du côté de Chouamendy, et je l'avais repéré, et un jour, un bulldozer passe pour faire un chemin. Et je vois qu'il est entamé. Alors, coup de fil, Bordeaux, autorisation, les maires, la gendarmerie, tout ça, parce qu'on ne doit pas fouiller de manière illégale. J'amène mon équipe sur les lieux. Vous avez bien repéré ce qu'on voit là. Voici le monument. Alors voilà ce qu'il était. Il y avait une magnifique couronne autour, vous voyez. Nous avons été au centre, et au centre, il y avait un réceptacle avec des ossements incinérés et une œuvre d'art, une architecture qui était insoupçonnée lorsqu'on voyait ce qu'il y avait. Alors voici ici le schéma de ce que l'on pouvait voir. On appelle ça un tumulus cromlech. Je vais vous en montrer un autre. Il y a une autre architecture qui est dans les Alpes, à Sao. Alors voilà comment était le monument, et là, le voici une fois en grande partie fouillé, et il est reproduit à Sarre aussi. Vous avez une couronne périphérique, une couronne interne à la couronne périphérique, qui fait tout le tour aussi, et au centre, quelques pierres qui forment le réceptacle, dans lequel, dans la moitié du réceptacle, il y avait des charbons de bois, dans l'autre moitié, il n'y avait rien, et il n'y avait pas le moindre ossement. Par contre, sur une des pierres, à l'intérieur, il y avait la petite pointe de lance que je vous ai montrée.
on compte un objet pour 15 monuments et encore. C'est vraiment toujours symbolique, symbolique. Voici le schéma du monument que je viens de vous montrer. Et le voici reproduit à ça. Vous avez la grande couronne périphérique, le cercle périphérique, et au centre, on ne le voit pas sur cette vue, mais les petites pierres contenaient le réceptacle. Puisqu'on est là une vue d'ensemble du parc mégalithique quand on construisait, vous avez ici le tertre d'habitat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez ici les menhirs couchés, et là la série des dolmens, c'est-à-dire les monuments à inhumation, incinération, et là les vivants, l'habitat et les mougas. Voici encore un monument qui est... il faut savoir qu'il est là. Il y a un léger mouvement de terrain. Et en voici un autre. Alors, il n'a pas été fouillé, mais il existe. En voici un autre du côté d'Amestia. Alors, vous voyez un tumulus ici. Voici ici un tumulus cromlech du côté de l'Alchang. On voit la couronne de pierre. Ah, vous savez, en montagne, vous pouvez passer 10 fois à côté. Si vous n'avez pas l'œil blessé, vous ne le verrez pas. Voici, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est encore un tumulus cromlech du côté des Ragas. Et on est reparti au départ, j'arrête pour ici, les tumulus cromlech on les a vus. Donc on va aller là, et puis là. Voilà, on va passer aux tertres d'habitat. Alors, nous quittons les monuments funéraires, même s'ils ne sont pas des sépultures pour les monuments d'incinération. Et je vous rappelle que dans la mythologie basque, ils sont riches de légendes, ils sont riches de charges affectives qui nous a amené beaucoup de récits les concernant. Par contre, les habitats en général dans le monde et en Pays basque aussi, ils ne sont pas chargés d'affectivité autant, et peu de légendes, même aucune, ne s'attachent aux terres d'habitat ou aux mougas. Bon, pour les mougas, on parlera de la pierre d'Oran, mais sorti de ça, c'est tout, et ça n'évoque rien de leur passé proto-historique. Nous parlons des minières un peu plus loin, nous sommes sur les terres d'habitat. Voici une vue tout à fait caractéristique d'un ensemble de terres d'habitat. Je vous les ai montrées en dessin tout à l'heure, on va les revoir. Mais, vous voyez, ils sont près d'un petit rue de montagne, et les monuments funéraires sont sur les hauteurs, ils dominent. Donc l'habitat est un peu plus bas, dans le lieu vivable, sur un terrain en pente pour que l'eau ruisselle, près du point d'eau, et vous notez que les Crayolards ont repris exactement les mêmes conditions d'habitation. Et je suis bien certain qu'il serait très intéressant, muni de toutes les localisations que j'ai données de tous les terres d'habitat du Pays basque, de faire une étude sur l'habitat de ces époques par rapport aux monuments, mais en se basant sur ce que l'on sait des habitats de leur lieu réel. Vous avez ici, attendez, je voudrais quand même pour ça pouvoir... Ah voilà, oui, d'accord. C'est peut-être en faisant ça que je vais y arriver. Non, alors, c'était le geste à ne pas faire. Voilà. Et si je fais directement ici, oui, eh bien voilà, vous avez des tertres d'habitat à Idelua, voilà, on les retrouve là encore, ils sont là, avec le petit cours d'eau, terrain à pente, et vous avez sur le dessin suivant la reconstitution de ces mêmes tertres que je vous ai faites, voilà, leur habitat temporaire, etc. Alors on peut dire, oui, mais ça c'est encore des vues d'imagination, c'est le poète, ça se base sur rien. Ben ça c'est un blabla à côté de la plaque, parce que vous avez ici des coupes qui ont été faites de ces monuments-là, où l'on retrouve les trous de poteaux, les plaquettes de dallage qui étaient mises pour faire le sol, et au fur et à mesure que le temps passait et que les terres étaient réutilisées chaque année, le sol s'élevait et on refaisait un nouveau sol de plaquettes. Donc vous voyez, c'était des terres d'habitat. Dedans j'ai trouvé des petits outils en silex, j'ai trouvé des objets de la vie de tous les jours, pas trace d'incinération, de quoi que ce soit qui pouvait se penser que ce sont des sépultures, d'autant que ces monuments sont édifiés sur des terrains en pente, ce que ne sont jamais les monuments funéraires, qu'ils soient à incinération ou à inhumation. Ce sont donc deux mondes différents, les vivants et les morts. Alors, les traces de foyer, je n'en ai pas trouvé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu. Parce que le foyer, là, il n'est pas comme le foyer de l'incinération, il est plus léger. Alors, je vais sur cette... Oui, alors ça, c'est une reconstitution qui avait été faite à ça.
au parc mégalithique, mais les intempéries ont vite balayé le malheureux cuir qui y était mis. Nous en avons quand même dans nos montagnes, et en voici par exemple ici, du côté d'Iselaya, vous avez ce terre d'habitat ici, vous en avez un autre là, j'en ai encore trouvé l'autre jour, ils y sont. Près du petit cours d'eau que vous voyez là, c'est tout à fait caractéristique. Vous avez là, ça c'est du côté de Fago, ce sont les tertres d'habitat de Fago que vous avez ici. Vous avez ici le bien d'Akolepoa. Alors là, c'est au bout de cette fameuse voie antique que je vous ai montré qui part de l'Ain Biscay et qui va connaître Akolepoa sur Vera. Vous avez un tertre d'habitat ici, et là, vous avez des cromlechs qui sont là et des tumulus. On ne les voit pas, mais ce n'est pas le propos de cette photo. Bon, alors voilà pour les tertres d'habitat, et nous allons aller, pour ne pas lasser votre patience, hop, j'aurais pas dit, c'est pas grave, on les retrouve quand même, ça peut partir. Pour autant, voilà, on va aller au monolithe. Alors, sur ce dessin, vous avez un essai de reconstitution, de construction de monolithes, c'est-à-dire qu'avec des cordages, on les fait pivoter, on les plante. Mais j'insiste déjà là-dessus, sur le fait que beaucoup de monolithes en Pays Basque ne paraissent pas avoir été levés. Vous avez ici, j'avais fait mettre dans le parc mégalithique des menhirs couchés, et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, le menhir d'Artsamendi, que nous allons voir, mais que je vous montre ici. Là, on va le voir. Eh bien, quand je l'ai dégagé, j'ai trouvé tout le long les éclats de taille de ce menhir. Il avait été taillé en pointe et les éclats étaient encore tout le long. Ils ne l'avaient pas levé pour autant. Ils avaient amené la pierre là, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle arrive toute seule là. Ils l'ont amenée là, ils lui ont donné sa forme, mais ils ne l'ont pas levé, parce qu'il serait quand même étonnant qu'il soit retombé juste en place pour que les éclats coïncident avec la bordure taillée. J'ai trouvé ça aussi dans les aldudes au monolithe d'Ardibelle, c'est la même chose, j'ai retrouvé les éclats de taille le long. Donc des monolithes n'ont pas été levés, d'autres l'ont été. Et alors sur cette vue, vous avez un monolithe couché, ici vous avez un monolithe levé, et vous le voyez ici, et vous voyez là, le brave homme joue du Tchalaparta. On peut imaginer que le jour où on faisait une réunion pour mettre au point les accords entre pasteurs, eh bien on les appelait à coup d'Alboka, de Bensina, de tout ce que vous voulez, pour se donner rendez-vous et discuter un peu sérieusement des attributions, des points d'eau, etc. Voilà pour ce qui est de celui-là. Et maintenant, on va vous montrer quelques grands menhirs bien classiques du Pays Basque. On les appelle Muga, et le rôle de Muga, ils l'ont joué jusque de nos temps, puisque vous voyez que celui-là, c'est le Mina de Gorochpil. Il y a dessus des inscriptions qui marquent les différentes démarcations de communes, etc. Mais bien avant ça, il était une bande pastorale, et il a été repris ensuite au même lieu. On a mis une bande moderne, mais c'est toujours la même philosophie de délimitation de pâturage initialement, bien sûr. Vous avez là le monolithe, un très beau monolithe dans les Aldudes, à Eyarcé, Eyarcé-Togania, vous voyez, c'est une très belle pierre. Vous en avez un autre ici dans les monolithes d'Iparla, monolithe dressé. On voit ces pierres de talage. Ce sont des monolithes dans des endroits stratégiques qui sont tout à fait évocateurs de leur rôle de Muga, de borne. Pardon. Arrivons à Sarre, et vous avez ici le monolithe d'Ibantelli qui a été trouvé très récemment. Vous avez ici le monolithe de... Attendez, on va voir ça. De Fag, il est à côté de la borne 39, je crois, ici. Vous voyez, très beau monolithe. Il est... Là, les frontières ont repris les bornages pastoraux anciens. Je vais le faire partir et je vais venir les autres de cette manière. Là. Maintenant, je suis ici. Alors, là, c'est un autre
monolithe. Alors vous voyez, c'est une dalle qui est taillée sur les côtés. Alors, il faut dire qu'à part certains cas tout à fait évidents, je vous en montrerai un tout à l'heure, même c'est un Sarata, et d'autres, il est difficile souvent de pouvoir déterminer quand un menhir, si une dalle, une pierre taillée au sol, est taillée d'abord, si elle a été épinglée. Et quand elle l'est, est-ce qu'elle est, ce travail est dû à des carriers récents, j'entends pas récents, du 18e, du 17e, du 15e siècle, ou des poteaux historiques. C'est très difficile à dire. Alors, dans le doute, on les note, on les cite, et ce sera le rôle des successeurs plus tard de déterminer leur authenticité proto-historique ou pas. Parce qu'on peut gloser à perpète sur le fait que ce sont des carriers modernes. J'entends par moderne même des siècles derniers. Mais ce n'est pas évident non plus. Alors, à moins qu'on retrouve le tailleur lui-même, auquel cas, il n'y a plus de problème. Ah, pourquoi pas. Alors, ça, je vous montre ça parce que ça pose problème. C'est au-dessus de la Mestia des dalles mégalithiques. Vous voyez, des dalles énormes qui sont là comme ça et qui forment, on le voit ici, tout un alignement, je ne dirais pas une murette, mais un alignement de dalles énormes. J'avoue ne pas du tout pouvoir donner d'interprétation à ça. On voit mal du tout un enclos pour détail, parce que d'abord ça n'enclos rien du tout. On voit mal une barrière défensive napoléonienne, parce que les soldats napoléoniens n'allaient pas se bringuer des pierres pareilles pour une défense relativement facilement contournable par derrière, où on les a tout de suite au revers. Leur finalité est tout à fait énigmatique, à mes yeux, tout au moins. Alors, voilà, une autre dalle taillée du côté d'Al-Shan. Ça, c'est le menhir d'Atekaleun, il est dressé, celui-là, et à ses pieds, j'avais trouvé des éclats de silex, des petits outils en silex, qui peuvent justifier ou bénéficier à son authenticité. Voilà un autre dolmen du côté de Gashtenbakar, qui a été taillé sur ces deux faces ici. Le célèbre dolmen de Gashtenbakar, ici, qui est taillé sur toutes ses faces. Il est taillé comme un biface, vous savez, cet outil préhistorique à tout faire. Il est merveilleux. Je vais vous en montrer 2 ou 3 vues parce que je suis tombé amoureux de ce menhir qui est vraiment Muga par excellence. Alors lui remplit son rôle de Muga totalement dans la mesure où il est à côté d'un point d'eau qui est à 30 mètres sur la gauche. Là. Il est entouré de monuments par dizaines, et je ne mens pas autour, aussi bien ceux de Gashtenbakar et Reko que ceux de Gashtenbakar. C'est bourré de monuments. Une piste pastorale passe là et va rejoindre Al-Shan. C'est extraordinairement riche comme endroit, et il est là, il trône majestueusement comme Muga de ces lointaines époques. Le voici encore, une autre vue. Et les derniers trouvés, une pierre plantée du côté de Aroshako Garaiko Borda, au-dessus de Lessia, là-bas. Proto-historique ou pas, je ne sais pas, c'est possible. Et là, je vais terminer par quelque chose que tout le monde connaît. Je reviens sur ce chemin antique, et un jour, j'ai trouvé ici un menhir, un monolithe taillé, et qui n'est pas taillé par des carriers actuels. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer autre chose, parce que les choses sont liées. Ce menhir, je me suis dit, mais il est sur un chemin tout à fait emprunté depuis la nuit des temps entre les habitants de la région de Sarre et les habitants de la région de Vera, même si Sarre et Vera n'existaient pas en tant qu'agglomération, il y avait des habitants quand même des 2 côtés, et cette piste pastorale était empruntée, comme le montrent les tromlettes, les menhirs, les dolmens, Tromekia, etc., terre d'habitat, et ce menhir qui était là. Et je me suis dit, et si c'était pas là l'étape de l'Isuniga première, les authentiques, qui étaient en service lorsque les bergers passaient par là, et que ensuite, quand on a eu fait le chemin, le bas-fond actuel, la D406, qui est emprunté tous les jours, on a transporté le lieu des faceries de ce menhir, on les a transportés là, parce que c'était plus facile d'accès pour les réunions pastorales, intercommunautaires, entre Vera et ça. Eh bien, on resterait dans la philosophie de Barbiran qui disait que les faceries étaient des traités qui remontaient à la nuit des temps et probablement à la proto-histoire,
pourquoi pas cet arbre de Issy-Modiane n'aurait pas pris la place de ce menhir sur une route plus fréquentée et plus fréquentable de nos jours. Alors, voici le menhir dont je vous parle. Voici la piste antique qui passe là. Les menhirs, les dolmens et cromlechs sont juste de l'autre côté. D'autres sont dans notre dos. Et ce menhir est taillé sur toute sa face de ce côté-là. Et ça, ce n'est pas par les carriers modernes. Et je pense qu'il est l'ancêtre